Maintenant, on va s'intéresser à la vallée de la Dordogne. Bon, on va pas tout voir, parce que le Périgord noir est une région très vaste avec de nombreux très beaux villages, mais on va quand même essayer de faire un maximum de choses. Nous nous intéressons maintenant à une autre grande vallée caractéristique du Périgord noir, la vallée de la Dordogne. La Dordogne est une vaste rivière. Sa source est située sur les flancs du puy de Sancy, point culminant du massif central. Ce volcan d'Auvergne situé dans le puy de Dôme culmine à 1885 mètres. La Dordogne, elle, prend sa source légèrement plus bas. Elle va par la suite parcourir les départements du Cantal, de la Corrèze et du Lot, avant d'arriver dans le sud du département de la Dordogne. Dans le sud du département, notre rivière traversera le Périgord noir d'est en ouest, puis poursuivra son chemin dans le Bergeracois avant de se rendre en Gironde, dernier département qu'elle traversera. Elle rejoindra la Garonne dans l'estuaire de la Gironde. Étant donné que la Dordogne se jette dans un estuaire, certains la considèrent comme un fleuve. Au total, la Dordogne parcourt 483 km de sa source à l'estuaire. La rivière traverse donc le Périgord noir d'est en ouest sur environ 70 km et forme de larges méandres. Elle laisse derrière elle une large vallée. Les falaises qui l'abordent sont fortement écartées et on va retrouver autour de la rivière une sorte de plaine qui sera majoritairement recouverte de champs et de vignes. Beaucoup de châtaigniers sont également exploités dans cette plaine. Cette vallée a été également marquée par l'histoire. Elle était déjà connue des Romains, mais aujourd'hui, elle est surtout remarquable pour ses villages et châteaux bâtis au Moyen-Âge. Nous avions vu lors de notre visite de la vallée de la Vézère que cette dernière rejoignait la Dordogne à Limeuil. C'est ici que commence notre visite de la vallée de la Dordogne. Nous allons la remonter en amont et y découvrir quelques remarquables sites. Nous commençons avec le village de Castelnau-la-Chapelle, ainsi qu'avec son imposant château. Ce petit village figure parmi les plus beaux de France. Avec les lieux-dits environnants, il forme une commune d'environ 460 habitants. Construit en pente et culminant sur la Dordogne, Castelnau-la-Chapelle est composé de maisons anciennes typiques du Périgord noir. Intéressons-nous maintenant au château qui domine le village et qui est reconnaissable de loin. Cette forteresse a été construite au XIIIe siècle et rivalise avec le château de Bénac situé juste en face. Un premier château fut construit au XIIe siècle avant d'être détruit lors de la croisade des Albigeois. La construction de la forteresse que l'on peut actuellement visiter a débuté au XIIIe siècle sous la suzeraineté d'Henri III d'Angleterre, alors duc d'Aquitaine. Elle fut reprise en 1368 par les époux Caumont qui en deviendront les seigneurs. En 1442, durant la guerre de Cent Ans, elle fut prise par les armées du roi de France Charles VII et sera récupérée après la guerre par la famille Caumont. Le château sera entretenu durant des siècles et réaménagé en fonction des progrès de l'artillerie. Abandonné lors de la Révolution, il servit de carrière de pierre durant le XIXe siècle. Des travaux de restauration ont été menés entre 1967 et 2012. Aujourd'hui, ce château contient un musée de la guerre dans lequel on retrouve toutes sortes d'armes allant du XIIIe au XVIIe siècle et provenant de toute l'Europe.
l'extérieur, des trébuchets ont été reconstitués. On remarquera aussi que la forteresse assure un véritable rôle défensif avec son imposant donjon et ses nombreuses meurtrières. Depuis le château de Castelnau, on peut apercevoir un village construit sur le flanc d'une falaise. Il s'agit de la Roque Gajac. Selon moi, ce village est un des plus exceptionnels du Périgord noir, et pour cause, celui-ci est vraiment unique. Avec ses alentours, le village forme une commune de 440 habitants. Son cœur est étendu au bord de la Dordogne ainsi que sur la falaise. Du fait de son orientation plein sud, le village est bien exposé au soleil. Une fois de plus, il est classé parmi les plus beaux villages de France. On remarquera que les maisons situées au bord de la Dordogne sont typiques du Périgord noir. Elles sont composées de pierre et possèdent des toits pointus. Plus haut, on retrouvera des maisons troglodytes. Avec sa petite église située à ras du vide, le village semble tout juste en équilibre, comme sur le point de plonger dans la rivière. À première vue, ce village semble déjà exceptionnel, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Lorsque l'on s'enfonce dans les petites rues montantes, on se retrouve accueilli directement par une végétation exotique. Bananiers, palmiers, bambous, une riche végétation tropicale arbore les rues et nous donne l'impression d'être dans une vieille ville brésilienne, à la seule différence que les bâtiments autour de nous sont très anciens. Cette flore atypique est due à un microclimat permis par la falaise. Ce mélange entre un village magnifique et ancien construit sur une falaise et cette végétation tropicale font, selon mon point de vue, de la Roque Gajac le village le plus exceptionnel du Périgord noir. Dans cette rue dominée par la végétation, nous remarquerons l'église Notre-Dame, la mairie, ainsi qu'une belle fontaine.
On retrouvera aussi un petit jardin dans lequel poussent diverses plantes tropicales. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est cette bambouseraie située à l'est du village. Ce vaste parc offre à ses visiteurs un dépaysement complet. Le long de ces vastes allées se trouve une grande variété de bambous qui forment de véritables couloirs et nous cachent tout l'extérieur. On retrouvera au milieu de cette bambouseraie, dans une clairière, un restaurant proposant une grande variété de bières venant de partout dans le monde. Intéressons-nous maintenant à l'histoire du village. On a retrouvé ici de nombreuses traces de l'Antiquité, mais aussi de la préhistoire. Cela nous laisse bien comprendre que les hommes préhistoriques n'étaient pas installés uniquement autour de la Vézère. L'origine du village remonte au Moyen-Âge. La falaise avait un intérêt vital pour les habitants. Vers le 9e siècle, des Vikings étaient présents dans le Périgord et arpentaient les cours d'eau avec leurs bateaux appelés dracars. Ils pillaient villages et édifices religieux. Les habitants pouvaient ainsi, lors d'une attaque, se réfugier dans les cavités situées en hauteur dans la falaise. Il est probable d'ailleurs qu'à cette époque, les falaises étaient fortifiées. Au XIIe siècle, cette cité servait de résidence d'été à l'abbé et aux moines de Sarlat. Ils pouvaient s'alimenter grâce à la pêche et s'enrichir en taxant les navires passant sur la rivière. La cité connut plusieurs conflits, notamment avec les rivalités entre les royaumes de France et d'Angleterre lors de la guerre de 100 ans. Durant la Renaissance, entre les 15e et 16e siècles, le Périgord connut une période prospère. D'imposantes demeures furent bâties à la Roque-Gajac. L'évêque Bernard de la Cropte s'installa dans un château qu'il rénova. Ce dernier a totalement disparu aujourd'hui. Des études ont cependant permis d'avoir une idée de ce que pouvait être la demeure à cette époque. Elle aurait ainsi ressemblé à la maison forte de Régnac, située au bord de la Vézère. On retrouve dans le village d'autres demeures datant de la Renaissance, comme le manoir de Tarbes. À la fin du XVIe siècle, les guerres entre catholiques et protestants semèrent le trouble dans le Périgord et la Roque-Gajac n'en fut pas épargnée. La cité capitula en 1589 face aux Huguenots. Durant cette période de tension, la population se retrancha dans les forts situés dans la falaise et s'y installa.
De nos jours, la ville est très touristique et attire pour son élégance, son patrimoine historique ainsi que pour sa végétation exotique. À la sortie du village se trouve le château de la Malatrie. Au Moyen-Âge, ce site était un hôpital pour lépreux. Il fut rénové à la fin du 19e siècle dans le style Renaissance. Ce château n'est pas visitable. Il s'agit aujourd'hui d'un luxueux et immense gîte louable à la semaine. En s'éloignant de la vallée, on retrouve rapidement de charmants paysages caractéristiques du Périgord noir. Des petites collines qui s'enchaînent à perte de vue et qui sont recouvertes de très denses forêts. En haut de ces collines, on retrouve régulièrement des ouvertures qui laisseront place à des petits champs et à des prés. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la vallée. D'ailleurs, nous pouvons l'apercevoir au loin et nous sommes toujours dans la commune de Bennac et Cazenac, village médiéval situé au bord de la Dordogne. Ici, les communes ont des territoires souvent bien plus étendus que leurs villages. Ces territoires englobent aussi de nombreux hameaux. Comme au bord de la Vézère, on va retrouver dans ces territoires de campagne de charmantes petites églises en pierre. Voici l'église de Cazenac. Cette église gothique du XVe siècle, composée de pierre, possède un toit de lauze et un clocher-mur, plus communément appelé clocher à peigne. Ces vitraux modernes sont remarquables et représentent des scènes de Cazenac. Ils ont été réalisés en 1988 par le maître verrier Sylvie Gaudin. Repartons maintenant dans la vallée de la Dordogne pour y visiter un dernier village, et une fois de plus, celui-ci ne sera pas anodin. Cette bastide datant du Moyen-Âge s'appelle Dôme. Classé également parmi les plus beaux villages de France, le village fait partie d'une commune de 900 habitants. Durant la haute saison, le site est très fréquenté par les touristes et la circulation routière à ses alentours est très dense. Mais qu'est-ce qu'une bastide ? Il s'agit d'une ville ou d'un village caractéristique du sud-ouest de la France qui fut construit entre les XIIIe et XIVe siècles et qui possède plusieurs caractéristiques.
Les bastides furent construites sur des terrains octroyés par des suzerains laïcs et ou religieux. Elles possèdent des modèles de construction qui sont presque toujours similaires et on y retrouvait à la base un projet politique basé sur l'égalité entre les habitants, leur autonomie et l'allègement de leurs impôts. Dôme est une bastide, mais on peut aussi la définir comme une cité fortifiée située au sommet d'un éperon rocheux et culminant sur la Dordogne. Ces remparts, construits dans une architecture royale caractéristique de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, ont un but clairement défensif. Des soldats surveillaient l'extérieur de la cité depuis des postes de tir. La bastide possède 3 portes. La porte d'Elbos située au sud-ouest, la porte de la Combe située au sud, et la porte des Tours située à l'est. Étant donné que les portes constituaient un affaiblissement en cas d'attaque, ces dernières furent renforcées et protégées davantage. La porte des Tours, elle, représentait le point le plus à risque en cas d'attaque. Elle donne sur la campagne et conserve encore aujourd'hui un aspect particulièrement élégant. Autrefois, cette porte était protégée par un sas. La porte fut modernisée au XVIe siècle pour être adaptée aux armes à feu. Par le passé, l'accès à la porte se faisait par un pont de bois au-dessus d'un fossé. Il y avait aussi une herse et des vantaux en bois avec au-dessus une bretèche. Dans les tours, on retrouvera des archères. Apparemment, l'intérieur des tours cache de nombreux dessins anciens. Concernant l'histoire du village, on sait qu'un château se trouvait à Dôme au XIIIe siècle. La bastide fut fondée entre 1280 et 1283 par le roi de France Philippe III le Hardi. Nous sommes dans un contexte de tension entre la France et l'Angleterre. À ce moment, les Anglais possédaient la Guyenne, province voisine qui s'étendait à l'ouest du Périgord aux alentours de Bordeaux. Le but du roi était d'affirmer son autorité face aux Anglais. À partir de 1283, une charte royale a été érigée exigeant aux habitants de participer financièrement à la construction des équipements publics et de l'enceinte urbaine en échange de nombreux privilèges et de parcelles de construction. Les remparts seront finalement achevés vers 1310. Durant la guerre de 100 ans, les Anglais occupèrent 5 fois la ville entre 1347 et 1438. La Bastide fut également touchée par les guerres de religion qui firent rage au XVIe siècle. En 1588, les Huguenots prirent la ville. Une partie de la porte des Tours fut modernisée. C'est à partir du XVIIe siècle que les remparts perdèrent leur usage défensif. La porte des Tours sera classée monument historique le 2 juillet 1873 et en 1910, le reste des remparts le sera également. Depuis, des travaux de restauration et d'entretien du site, et notamment de la porte, sont entrepris régulièrement. Au centre de la cité se trouve le lavoir. Il fut construit au début du XXe siècle et fut utilisé jusque dans les années 70.
Il a même été abrité pendant une période. Le village donne directement sur la vallée. Depuis le belvédère de la Barre, on peut admirer une vue magnifique sur la Dordogne. En dessous du village se trouve une grotte. On peut découvrir la grotte de Dôme en visite guidée. Malheureusement, les prises de vue ne sont pas autorisées dans la grotte. Ainsi, je ne pourrai pas vous montrer à quoi elle ressemble, mais je peux vous la décrire rapidement. Sur presque 500 mètres, on découvre plusieurs salles étroites très riches en concrétion. Leur plafond est situé parfois assez haut. Entre ces salles, des galeries ont été creusées afin de faciliter la visite. On peut rencontrer fréquemment des chauves-souris. Bien sûr, si vous souhaitez découvrir une belle grotte naturelle, je ne peux que vous recommander la visite de celle-ci. Il est temps pour nous de nous intéresser à la principale ville du Périgord noir, Sarlat-la-Canéda. Le Périgord noir est une contrée particulièrement rurale. Nous l'avons vu précédemment, les communes regroupent souvent plusieurs petits villages et de nombreux lieux-dits. La plupart des villes du Périgord noir sont assez petites. Sarlat-la-Canéda est la capitale du Périgord noir. Elle en est aussi la plus grande ville et constitue clairement le centre de la région naturelle. D'ailleurs, le Périgord noir se nomme également Sarladais. En d'autres termes, le pays de Sarlat. La population municipale de notre ville est d'environ 9000 habitants. Mais avec les communes voisines, elle forme une aire urbaine de près de 20 000 habitants. Sarlat-la-Canéda est une ville touristique très réputée pour son immense patrimoine historique datant notamment du Moyen-Âge et de la Renaissance. La ville était autrefois connue pour son abbaye. L'abbaye Saint-Sauveur de Sarlat est une abbaye bénédictine qui était à la base carolingienne. Elle faisait partie des plus grandes du Périgord. Elle aurait été construite au IXe siècle par le roi Pépin Ier d'Aquitaine. Elle est d'ailleurs à l'origine de la cité. Étant donné qu'elle se situe à l'écart de la Dordogne, l'abbaye ne fut pas attaquée par les Vikings. Durant le Moyen-Âge, l'abbaye eut un important pouvoir dans le secteur. Cette abbaye contenait les reliques de saint Sacerdos de Limoges qui a vécu entre les 7e et 8e siècles. On ne connaît pas précisément la date du transfert de ces reliques, mais il a eu lieu probablement au Xe siècle. Par la suite, le corps de Paradulphe de Guéret, plus connu sous le nom de Saint Pardoux, qui aurait aussi vécu entre les 7e et 8e siècles, y fut également transféré. Finalement, les reliques de Saint Pardoux repartiront au XIe siècle vers l'église d'Arnac située en Corrèze. L'abbaye fut placée sous la protection directe du Saint-Siège de Rome en 1153.
Elle devint le siège d'un nouvel évêché en 1318. Les évêques qui prirent la place des abbés entreprirent une rénovation architecturale de l'abbaye qui se poursuivra jusqu'au XVIIe siècle. De cette abbaye, il reste aujourd'hui la cathédrale Saint-Sacerdoce située au centre de la ville. La chapelle Saint-Benoît qui en est rattachée témoigne des travaux de reconstruction qui furent entrepris durant l'époque romane. Bien que des éléments romans furent repris dans sa construction, la cathédrale bâtie entre les XIIe et XIVe siècles est dominée par le style gothique. Son orgue fut réalisé en 1752 par Jean-François Lépine. La cité médiévale de Sarlat s'est développée autour de l'abbaye et atteindra les 5000 habitants au XIIIe siècle. Le développement de la cité fut marqué par des conflits entre bourgeois et moines qui se disputèrent le pouvoir. Entre 1279 et 1280, une épidémie de peste noire tua 2500 habitants. La paix entre l'abbé et les bourgeois de Sarlat fut signée en 1298. À partir de là, le droit de consulat, de sceau et une maison de réunion sont reconnus. La ville est alors dirigée par des consuls. Entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, des remparts furent construits pour protéger la ville. Le pouvoir fut alors partagé entre les évêques et les consuls. Durant la guerre de Cent Ans, la ville fut défendue par ses fortifications et par les châteaux environnants, comme par exemple celui de Castelnau ou de Bénac. Elle servit de réserve d'hommes, d'armes, de munitions et de vivres. Elle interviendra aussi dans des villes assiégées par les Anglais, comme la Bastide de Dôme. En 1360, suite au traité de Brétigny, Sarlat deviendra une ville anglaise et le restera durant une décennie avant que les Anglais ne soient repoussés par le connétable Bertrand du Guesclin. Une période de troubles appelée la Fronde frappa le royaume de France au milieu du XVIIe siècle durant la jeunesse de Louis XIV. Cette période complexe connut plusieurs divisions dont la dernière se nomme la Fronde des Princes. C'est cette Fronde des Princes qui frappa le secteur de Sarlat. Deux camps s'opposaient. L'un défendait le prince Louis II de Bourbon-Condé et l'autre défendait le roi. Sarlat se rattacha au roi, s'opposant alors à Périgueux et à Bergerac, ce qui lui valut d'être assiégé en décembre 1652 et pris en janvier 1653. Les bourgeois reprendront finalement la ville le 24 mars. Pendant une longue période, peu d'événements vont marquer la ville, mais à partir des années 60, des politiques de protection et de sauvegarde de son patrimoine vont être entreprises. La loi Malraux de 1962 a permis à la ville d'échapper à l'expansion du modernisme. Beaucoup de bâtiments anciens ont été restaurés et son centre historique est devenu aujourd'hui l'un des plus authentiques du monde. Le nom de Sarlat-la-Canéda vient d'une fusion entre la ville de Sarlat et le village de la Canéda situé à son sud datant de 1965. Régulièrement, un marché s'élève dans les rues médiévales de la ville. On peut y trouver des produits prestigieux comme du foie gras ou des truffes. Comme bâtiment remarquable, nous pourrons également noter la lanterne des morts, construite à la fin du XIIe siècle dans le style roman, et la maison de la Boétie datant du XVIe siècle.
Nous venons de visiter Sarlat-la-Canéda, ville principale du Périgord noir. Son aire urbaine de 19 000 habitants nous laisse bien comprendre que le Sarladais est une région rurale. Depuis le début de cette chronique, nous avons visité des villes, des villages et des sites historiques, mais nous ne nous sommes encore que peu concentrés sur les espaces naturels. Pourtant, le Périgord noir possède aussi une grande quantité d'espaces inconnus, de forêts denses, de prés. Et comme la région a connu toutes sortes de périodes historiques, il est presque impossible que les espaces sauvages du Sarladais ne possèdent pas de vestiges. En réalité, on peut retrouver régulièrement des ruines dans les forêts, dans les champs ou dans les prés, et certaines sont très anciennes. Il y a par exemple cette petite maison située au milieu d'un champ. Du fait de son aspect, il est probable que celle-ci ait servi récemment. Elle est en bon état et possède encore un plancher à son étage. D'ailleurs, nous y avons rencontré un nid de guêpes qui, heureusement, n'était pas habité. Cependant, je ne peux dire clairement à quoi servait cette maison. Était-ce une habitation ? Un simple abri, ou encore peut-être une cabane à outils? Au pied d'un poteau électrique se trouve une cabane en pierre sèche ressemblant fortement à une borie. On ne peut que difficilement la dater. Dans les forêts du Périgord, on peut retrouver des ruines anciennes. Ici, des murs sont encore présents. On y reconnaît des angles, des tours de fenêtres, quelques morceaux de métaux. Vu ce qu'il en reste, il est probable que cette maison date du Moyen-Âge. On peut même imaginer que ce lieu était autrefois un hameau. Plus loin, une source a été aménagée pour être transformée en fontaine. Son aspect mystérieux et ancien pourrait nous évoquer l'idée d'une fontaine sacrée. Ces lieux perdus dans l'oubli sont assez fréquents dans le Périgord. Si vous avez l'occasion de vous promener dans les forêts et que vous allez un petit peu à l'écart des sites célèbres, vous aurez toutes vos chances d'en découvrir. Ces lieux anciens ont peut-être beaucoup de choses à nous raconter. Malheureusement, nous en avons pour la plupart perdu toute trace historique. De ce fait, beaucoup de lieux sont destinés à disparaître dans l'indifférence et dans l'oubli.
Aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie beaucoup plus expérimentale, puisqu'on va tenter de comparer le Périgord noir avec les régions voisines, les régions qui avoisinent le Périgord noir. Et donc on va faire plusieurs régions naturelles. Alors on ne pourra pas tous les faire, il y en a un certain nombre. Et on va commencer aujourd'hui dans le Lot avec les Causses du Quercy. Donc là on est tout près de Rocamadour, et on va visiter ce village et un petit peu ses alentours. Alors il faut savoir que cette partie-là est plus complexe parce que je ne connais pas les régions voisines, donc du coup il y a beaucoup d'hypothèses. En plus de ça, mes connaissances concernant le Périgord noir sont encore assez limitées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches que je fais seulement après les tournages, pour des raisons pratiques. Déjà parce que mes connaissances seront plus exactes si je fais des recherches seulement après et que je les rajoute en voix off. Mais aussi parce que parfois je découvre des choses un petit peu de façon aléatoire et il faut un petit peu que je travaille. Et je préfère travailler un petit peu les choses avec du recul plutôt que les faire sur place directement et dire des choses parfois fausses, parfois partielles. Bon. Donc on va visiter un certain nombre de régions aux alentours et on va tenter nous de les comparer en observant un peu les paysages, la nature, le relief, le climat et aussi bien sûr l'architecture des bâtiments, l'histoire aussi des régions voisines. Bien sûr on fera ça de façon beaucoup plus synthétique et rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est aussi de comparer le Périgord noir avec ses régions voisines pour mieux comprendre ce qui en fait sa spécificité. Et puis évidemment au fil du temps on va visiter de nombreuses régions naturelles et après il sera évidemment de plus en plus facile de les comparer entre elles. Situées à l'est du Périgord noir, les Causses du Quercy forment un vestige de l'ancienne province du Quercy qui occupait autrefois le département du Lot et une partie du Tarn-et-Garonne. Cette région naturelle qui s'étend vers le sud fait partie du Massif central. Un peu comme le Périgord, elle forme une sorte de transition entre le haut plateau granitique du massif et les terres bordelaises. Une large majorité de son territoire se trouve dans le département du Lot. Étant vastes, les Causses du Quercy sont composées de 6 divisions principales. Le Causse corrézien, le Causse de Martel, le Causse de Gramat, le Causse de Saint-Chel, le Causse de Limogne et le Causse de Callius. Un causse est un plateau karstique fortement érodé, caractéristique de l'ouest et du sud du Massif central. Les différents causses précédemment cités forment de petites régions naturelles internes aux Causses du Quercy. Étant donné la courte durée de notre passage dans la région, il nous est impossible de différencier ces petites divisions. Nous ne parlerons ainsi durant cette chronique que des Causses du Quercy dans leur ensemble. De plus, il se peut aussi que nos observations soient partielles et que les informations qui en découlent soient incomplètes. Mais le but de notre escapade est avant tout d'avoir un bref aperçu des régions voisines du Périgord noir afin de les comparer à celui-ci. Lorsque l'on quitte le Périgord et que l'on arrive dans le Lot, la transition vers les Causses du Quercy n'est pas anodine. Les paysages changent de façon assez brusque. Soudainement, le relief devient plus impressionnant et la végétation beaucoup plus sèche. On va retrouver des paysages de basse et de moyenne montagne et des forêts desséchées avec par endroits des ouvertures couvertes de buissons et de plantes arides. On retrouvera même sur certains versants des espaces caillouteux avec une végétation pratiquement absente s'étendant sur quelques hectares et ressemblant fortement à des déserts. À l'intérieur des forêts, des pierres sont bien visibles. On retrouvera une roche sèche et friable. Si les paysages semblent changer de façon radicale, certains détails nous rappellent tout de même que nous sommes à côté du Périgord noir, région assez verte. Déjà les forêts. Elles sont denses et nous sommes en hiver. Il est possible qu'à la belle saison, les arbres soient recouverts de feuilles et que le paysage soit plus vert, bien que je n'en suis pas certain. Plus frappant encore, au sommet de ces hautes collines, on retrouve bien souvent des plaines verdoyantes qui forment un contraste surprenant avec la végétation des versants. Dans le Périgord, ce type de plaine est très répandu. Et c'est au milieu de ces plaines que l'on va retrouver des villages. On va retrouver aussi ce type de prairie au fond de cette vallée, mais cela est dû au passage de la rivière. Ici, nous sommes au-dessus du moulin de Caoulet, situé sur l'Ouïs, pile entre les communes de Calès et de Rocamadour. D'ailleurs, c'est cette dernière que nous visiterons durant notre escapade. Mais avant, continuons à observer la région. D'un point de vue culturel, et notamment au niveau de l'architecture, les maisons des Causses du Quercy ressemblent beaucoup à celles du Périgord noir. Mais il y a tout de même quelques nuances. Les toits pointus semblent plus hauts et la pierre légèrement plus grise.
Encore que ce dernier constat n'est peut-être qu'une impression. Comme dans le Périgord, les espaces sauvages de cette région cachent eux aussi leurs trésors du passé. Toujours à proximité de Rocamadour, nous pouvons découvrir sur une pente les ruines du château de Castelgiroux. Cette demi-tour, sa seule relique qui a survécu au temps, révèle son emplacement. Il est temps pour nous de nous intéresser à Rocamadour. Ce village, en plus d'être l'un des plus célèbres des Causses du Quercy, l'est aussi en France et dans le monde. Avant d'entrer dans le Périgord noir, la vallée de la Dordogne traverse les Causses du Quercy. La vallée étroite dans laquelle se situe Rocamadour est traversée par une rivière appelée l'Alzou. Mais à vol d'oiseau, nous sommes à environ 7 km de la Dordogne. Cette cité à l'aspect atypique est réputée pour être encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage. Nous pensions être arrivés au village de Rocamadour avant de comprendre que nous étions dans un hameau situé juste à côté qui se nomme l'Hospitalet. Cependant, nous sommes déjà dans la commune de notre village. Les pèlerins passent bien souvent ici avant d'arriver à Rocamadour. D'ailleurs, ils pouvaient autrefois y être soignés, d'où le nom l'Hospitalet. La chapelle Saint-Jean-Baptiste fut construite au XIIIe siècle. Autrefois se trouvait avec un hôpital. En plus des pèlerins, les malades et les pauvres de la région étaient également soignés. Il y avait dans la région de nombreux hôpitaux chrétiens de la sorte. Ces hôpitaux fonctionnaient grâce à des dons, des legs et des impôts. À côté, on retrouve le champ des pauvres. Ce site a longtemps servi de cimetière pour les pèlerins mourant ici, ainsi que pour les gens assez pauvres. Après une brève visite de l'Hospitalet, nous entrâmes dans un restaurant d'hôtel pour y prendre un repas typique du Périgord. Cuisses de canard confit et gâteau aux noix. Depuis cette véranda située en avant sur la vallée, nous avions vu sur le fameux village de Rocamadour. Nous nous y sommes donc rendus juste après. Rocamadour domine la vallée sur 150 mètres. Elle s'érige totalement à la verticale sur la paroi de la falaise. La cité est réputée pour son sanctuaire catholique dans lequel se trouve une Vierge noire et le tombeau de Saint Amadour. Étant un lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle, de très nombreux pèlerins sont passés à Rocamadour. Il y a eu par exemple le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet en 1159, le roi de France Saint-Louis en 1244, le pape Jean XXII en 1320, le compositeur Francis Poulenc en 1936 et bien d'autres encore. Bien que très touristique, la cité est peu habitée. La commune forme un vaste territoire où ne vivent au total que 600 personnes. Découvrons ensemble ce village hors du commun. Nous retrouvons donc un imposant village construit totalement à la verticale, avec en bas les habitations, au centre la cité religieuse et au sommet un château médiéval. Nous pouvons remarquer en bas plusieurs portes en pierre qui montrent bien qu'autrefois, la cité a été fortifiée et protégée. Il y a aussi le grand escalier qui sépare les maisons de la cité religieuse, composée de 216 marches. L'hôtel de ville, aussi appelé palais de la couronnerie, date du XVe siècle. Il possède un toit de lauze, une cheminée en pierre et un escalier hélicoïdal. L'imposante cité religieuse est en partie construite dans la roche. Nous allons observer plusieurs de ces bâtiments. La basilique Saint-Sauveur a 850 ans. Saint-Sauveur est un autre nom donné pour Jésus. Les pèlerins viennent ici vénérer la croix et recevoir le sacrement de la réconciliation. La basilique est construite dans un style intermédiaire entre l'art roman et l'art gothique. Ses murs sont en pierre calcaire et son toit en tuiles plates.
Son orgue date de 2013 et fut construit par Jean d'Aldosso. C'est dans cet édifice que l'on retrouve les reliques de saint Amadour. Voici les reliques du bienheureux Alain de Saumignac qui vécut entre les XVIe et XVIIe siècles. Il fut évêque de Cahors pendant la Contre-Réforme. À côté de la basilique se trouve la chapelle Notre-Dame. Elle constitue le cœur de la cité religieuse. C'est ici que se trouve la Vierge Noire. En entrant dans cette chapelle, les croyants arrivent à l'apogée de leur pèlerinage. Une chapelle plus petite se trouvait ici au XIIe siècle. Elle fut détruite en 1476 par un éboulement de la falaise. Elle sera reconstruite 3 ans après, puis restaurée au XIXe siècle. Observons maintenant la Vierge. Cette Vierge noire, appelée Notre-Dame de Rocamadour, est accompagnée de l'enfant Jésus assis sur son genou gauche. Elle date du XIIe siècle, est haute de 76 cm et est faite en bois de noyer. Elle a un tel poids dans l'église catholique que plusieurs lieux de culte situés en France, en Espagne et au Portugal ont été érigés en son honneur. La chapelle Saint-Jean-Baptiste est un mémorial du baptême de Jésus. Ce lieu sert donc aujourd'hui à faire les baptêmes. Il y a aussi la chapelle Saint-Blaise située juste à côté qui rend hommage à Blaise de Sébaste, évêque martyrisé au IVe siècle. Il peut, selon la tradition, être invoqué pour soigner les maladies de la gorge et notamment les objets qui y sont enfoncés comme les arêtes par exemple. C'est dans la crypte Saint-Amadour que les reliques de ce dernier se trouvaient autrefois. Cette crypte bâtie dans un style roman n'a connu que peu de restauration. La chapelle Saint-Louis est dédiée à Notre-Dame de l'Ovalie. Elle est aussi un lieu de mémoire pour les joueurs de rugby. Autrefois, après un long voyage, les pèlerins devaient monter à genoux les 216 marches qui séparaient le bas village de la cité religieuse. Ils se rendaient dans le sanctuaire pour vénérer la Vierge Noire, Saint Amadour et plus largement Dieu et le Christ. Intéressons-nous maintenant à l'histoire de Rocamadour. On a retrouvé autour du village des traces préhistoriques dont les plus anciennes remontent au Paléolithique. Des dessins présents dans la grotte des Merveilles située dans la commune en témoignent. La région était également occupée durant l'époque antique. Les Cadurques, peuple gaulois, se trouvaient ici au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le village de Rocamadour date du Moyen-Âge. Tout en haut vivaient les chevaliers, au centre le clergé, et en bas les travailleurs laïcs. Les pèlerinages commencèrent au XIIe siècle. Un premier miracle est annoncé en 1148. Dans les mêmes temps, une statue de la Vierge Noire sera installée dans le sanctuaire. Les pèlerins vont commencer à la vénérer. Cela va se poursuivre durant des siècles et ce culte est encore d'actualité. C'est aussi durant ce siècle que le sanctuaire sera bâti. La construction fut entreprise par l'abbé Géraud d'Escorail qu'il finança avec les dons des visiteurs. Réputé comme un lieu de miracle, de nombreux croyants vinrent de toute l'Europe à Rocamadour. Le nom du village vient de la découverte en 1166 d'un corps intact que l'on présentera comme étant celui de Saint Amadour, personnage considéré par les croyants comme proche de Jésus. La cité connut son apogée au XIIIe siècle et bénéficiera alors d'une grande protection grâce à son château situé tout en haut. Mais à partir de 1317, les moines quittèrent la cité qui fut reprise par les chanoines. S'ensuivit une période rude marquée par le froid, la famine et les épidémies. En
En 1476, un bloc de roche tombe sur la chapelle Notre-Dame et la détruit. Elle sera reconstruite en 1479 par Denis de Bar, évêque de Tulle. Rocamadour ne fut pas non plus épargné des guerres de religion du XVIe siècle. Des mercenaires protestants détruisirent une large partie des édifices religieux et des reliques, dont le corps de Saint Amadour. Des pillages recommencèrent durant la Révolution. Au XIXe siècle, le sanctuaire de Rocamadour était un tas de ruines. Plusieurs bâtiments n'étaient plus utilisés. C'est durant ce siècle que la restauration de la cité religieuse et du château fut entreprise. La manœuvre fut longue, difficile et coûteuse. En 1856, une loterie fut lancée dans l'espoir de collecter une somme proche de 319 000 francs, coût estimé de la restauration. Finalement, la loterie n'a permis de récupérer qu'un quart de la somme attendue. Pour autant, les travaux commencèrent et furent dirigés par l'abbé Jean-Baptiste Chevalt à partir de 1858. Étant donné l'agencement du village, les travaux furent complexes à réaliser. Il y eut des accidents qui firent des dégâts matériels et plusieurs ouvriers dont l'abbé furent blessés. Après l'épuisement des fonds de la loterie, le financement se fit par dons et vente d'objets pieux. C'est finalement en 1872 que les travaux furent terminés. Il était difficile de présenter Rocamadour de façon plus concise. Ce village si particulier possède une histoire riche et une quantité de détails dont on ne peut passer à côté. Du fait de sa proximité à la région voisine, de nombreux touristes séjournant dans le Périgord se rendent à Rocamadour. Nous pourrons donc considérer que cette visite était un petit plus à notre chronique sur le Périgord noir. Alors ce que vous voyez là-bas, ce sont les volcans d'Auvergne. Et a priori, ils sont encore enneigés. Nous apercevons en effet le cœur du massif central. Les volcans d'Auvergne constituent un ensemble vertigineux de sommets s'étendant du sud de l'Allier jusque dans le Cantal. Mais ils ne forment pas un massif uniforme. Ils se déclinent en plusieurs régions naturelles. D'ici, nous avons très certainement vu sur les monts du Cantal. Il s'agit d'une magnifique région au sommet élevé avec des paysages exceptionnels. Ici, nous sommes à Raillaguet, à environ 80 km de ces volcans, et nous quittons les causses du Quercy pour nous rendre dans une région naturelle qui l'avoisine et qui avoisine aussi le Périgord noir, une petite région qui s'appelle la Bouriane. Notre passage étant rapide, il est encore une fois difficile de définir correctement cette région. A priori, il s'agirait d'une petite plaine possédant tout de même quelques collines. Les images aériennes que nous voyons en ce moment ont été prises à l'entrée du Périgord noir. Nous ne voyons donc pas le cœur de la Bouriane, mais nous pouvons tout de même y apercevoir le début de la plaine. Les paysages de la Bouriane sont verdoyants, comme dans le Périgord noir. Mais notre région semble tout de même moins boisée que sa région voisine. Historiquement parlant, nous sommes toujours dans le Quercy. Cela se vérifie. Ici, les maisons ressemblent davantage à celles des causses du Quercy qu'à celles du Sarladais. Nous avons donc affaire à une région au relief moins prononcé que ces deux régions voisines précédemment visitées, à la végétation proche de celle du Périgord noir et au paysage culturel proche de celui des causses du Quercy.
Voici l'étang du Vigan. Nous sommes tout près de la ville principale de la Bouriane que nous allons maintenant visiter, à savoir Gourdon. Gourdon est une petite ville. Elle forme une aire urbaine de 5000 habitants. Située en plein cœur de la Bouriane, elle domine toute la région. En effet, son centre-ville est construit sur une butte qui offre une vue panoramique sur les environs. Pour l'instant, la ville ne semble pas exceptionnelle. Nous sommes dans le boulevard des Martyrs, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous tournons à droite vers le centre-ville et nous nous enfonçons dans une petite ruelle qui révèle soudainement que nous avons affaire à une cité médiévale. Nous arrivons rapidement vers l'église Saint-Pierre. Haute de 35 mètres, cette église gothique fut construite entre 1304 et 1509 sur la base d'une ancienne église romane. La finition de l'église fut retardée par la guerre de 100 ans. À l'intérieur, nous pouvons voir un orgue de tribune réalisé en 1887 par Édouard et Eugène Stoltz. Une partie des vitraux date des XIVe et XVIe siècles. Quant au mobilier, il est également ancien. Il est composé d'objets allant du XIVe au XIXe siècle. En haut de la butte qui culmine à 286 mètres, nous pouvons voir les ruines de la citadelle de Gourdon. Nous apercevons d'ici l'ensemble de la ville et une large partie de la Bouriane. Vers le sud, nous pouvons apercevoir l'église Saint-Siémon la Stylite, autrefois chapelle des moines hospitaliers. Elle fut reconstruite en 1903. Gourdon est une ville ancienne. Des objets datant du Paléolithique, soit vieux de 30 000 ans, ont été retrouvés sous la butte. Le nom de Gourdon viendrait de Gorde, qui signifie corneille en goth et qui aurait été utilisé pour qualifier les premiers habitants de la ville. La butte de Gourdon est à la fois le centre géographique et historique de la ville. Au Xe siècle, la butte est dominée par un castrum. Il s'agit donc d'une cité fortifiée par un camp romain qui sera alors transformé en citadelle. À l'intérieur de cette citadelle se trouvait un château, tandis que les remparts de la ville étaient dotés de 4 ouvertures fortifiées qui sont la porte du Majou, la porte du Roc, la porte Saint-Jean et la porte Ségur. Entre le XIIe et le XIVe siècle, la ville fut menacée par les Anglais ainsi que par des compagnies de brigands. Les guerres de religion du XVIe siècle passèrent aussi à Gourdon. Le 4 septembre 1562, les troupes protestantes récupérèrent la ville et pillèrent les sites religieux. L'église Saint-Pierre fut fortement dégradée. Elle sera restaurée à partir de 1608. Au XVIIe siècle, les éléments forts de la ville furent peu à peu réduits à néant. Le seigneur de Gourdon, Ponce de Lauzière-Thémines, soutint Marie de Médicis contre Louis XIII. En guise de représailles, le duc de Mayenne ordonna la destruction du château et la citadelle fut démantelée. Le fossé des remparts de la cité a été transformé en tour de ville au XVIIIe siècle.
Avant de nous quitter, nous allons découvrir de façon très brève deux autres régions naturelles du Périgord. Cette première avoisine le Sarladais et s'articule autour de Périgueux. Il s'agit du Périgord central. La transition entre le Périgord noir et cette région est assez difficile à cerner. Sur la partie est du Périgord central, on retrouve encore pas mal de collines boisées. Mais nous apercevons rapidement des espaces plutôt plats recouverts de champs. C'est ce qui va caractériser le cœur de la région. Un paysage agricole au sol crayeux. Aujourd'hui, le terme de Périgord central est légèrement mis de côté. On parlera davantage de Périgord blanc. Cependant, ce dernier possède un découpage différent et ne rend pas bien compte de l'identité exacte de la région, puisqu'il s'étend également sur une partie de la Double et du Landais, deux autres régions naturelles bien distinctes. Le Périgord central est, comme son voisin du sud-est, une terre de patrimoine et d'histoire. Voici le château des Bories datant de l'époque moderne. Il est situé dans la commune d'Antonne et Trigonan. Sa construction s'étend de 1497 à 1604. Nous nous éloignons pour de bon du Périgord noir puisque nous sommes maintenant tout au nord du département de la Dordogne, dans une région naturelle qui forme sa frontière avec la Haute-Vienne, le Non-Rhônais. Le Non-Rhônais est compris aujourd'hui dans le Périgord vert, région touristique plus étendue qui une fois de plus ne rend pas bien compte de l'identité des pays traditionnels. La transition entre le Périgord central et le Non-Rhônais est parfaitement visible. Les champs disparaissent et laissent place à des prés. Ici, les forêts présentes un petit peu partout sont étroites et s'articulent en bandes d'arbres qui se suivent. Le climat semble tout de suite plus humide. Quant au relief, il est assez prononcé. C'est ici que se trouvent les plus hautes collines du Périgord. Nous sommes en fait dans les contreforts du Massif central. La région, proche du Limousin, partage avec une partie du pays de la Vienne situé juste au nord un territoire que l'on nomme le Parc naturel régional du Périgord Limousin. Ici, nous pouvons voir Firbex, un petit village de 300 habitants situé tout au nord du Non-Rhônais, à la frontière du département de la Haute-Vienne. Et on va donc se quitter, maintenant on va faire déjà un petit bilan sur ce séjour dans le Périgord, et notamment sur donc ce qu'on a visité évidemment, le Périgord noir. Alors pour résumer, on peut bel et bien dire que le Périgord noir c'est une région naturelle du sud-est de la Dordogne qui est très boisée et qui est aussi très marquée culturellement, notamment avec la gastronomie. On y retrouve de nombreuses choses centrées autour du foie gras et de toutes sortes de plats faits à base de canard, mais aussi autour des noix, il y a énormément de produits qui sont faits avec la noix. On retrouve aussi d'autres éléments culturels, comme les châteaux forts, mais aussi les bories, ces petites cabanes en pierre que l'on peut trouver un petit peu partout dans le Périgord noir. Des bories qui sont d'ailleurs pour certaines très anciennes et d'autres beaucoup moins, puisqu'on en fait encore aujourd'hui dans un but un petit peu plus esthétique. Le Périgord noir c'est aussi une région historique, où il y a énormément de sites magnifiques, de très beaux villages anciens avec des maisons troglodytes, mais aussi de très nombreux châteaux, notamment de châteaux moyenâgeux. Il y a aussi, comme on l'a vu, énormément de traces préhistoriques, avec la grotte de Lascaux par exemple, mais il y en a d'autres aussi, et d'autres très belles grottes naturelles. Au niveau des paysages, on a donc, comme on l'a vu, un relief qui est peu prononcé, avec des forêts très denses et quelques prairies
et quelques champs par endroit. Pour ce qui est de la comparaison avec les régions voisines, on peut voir quand même que le Périgord noir est bel et bien une région spécifique. La frontière entre le Périgord noir et le Périgord central est difficile à voir, mais plus on s'enfonce dans le Périgord central, plus on peut voir que la région est composée de champs. Pour ce qui est des causes du Quercy, on avait vu que le relief était beaucoup plus imposant, avec une nature beaucoup plus impressionnante et des maisons qui sont un petit peu différentes. Concernant la Bourriane, le relief n'était pas aussi impressionnant que les causes du Quercy, et on voyait quand même qu'on s'approchait du Périgord, en tout cas au niveau du relief, avec une nature qui était beaucoup moins boisée, beaucoup plus de prés et de champs. Bon, voilà, sur ce trêve de bavarderie, le Périgord noir c'est une région très riche et j'espère que nous y retournerons un jour pour un petit peu visiter la suite, notamment des sites historiques. J'aimerais aussi qu'on se concentre un peu plus sur la nature et qu'on continue de comparer le Périgord noir des régions voisines, que je n'ai pu voir que sous une approche très partielle. Bon, moi je vais vous laisser, je vais partir et je vous dis à la prochaine. C'était Nanous, février 2020, et je vous dis à la prochaine pour de prochains épisodes de RNF. Allez, ciao!